Cet après-midi, je vous raconte un Norvégien qui a accompli sa mission non sans difficulté et qui voulait être le premier. Ou la véritable histoire de Roald Amundsen, le premier explorateur du pôle Sud. Comment a-t-il remporté la course au pôle Sud ? Qui était son principal concurrent ? Quelles leçons son histoire offre-t-elle ? Europe 15h-16h, historiquement vôtre. 1, le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 9 septembre 1910 sur l'île de Madère, à 600 km à l'ouest des côtes marocaines. C'est là, dans la rade du port de Funchal, que fait escale le Fram, magnifique goélette à 3 mâts, parti de Norvège il y a tout juste un mois. À son bord, Roald Amundsen, héros national au passé d'aventurier, s'apprête à conquérir le pôle Nord, mais en partant de l'autre côté du continent américain par le détroit de Bering, le seul endroit qui permette de rejoindre le fameux courant océanique entraînant la banquise en direction du pôle. Et pour aller en bateau à l'époque, il faut tout de même contourner l'Amérique du Sud. Mais à bord, ce soir-là, les 19 membres d'équipage ne croient pas du tout à cette histoire. Et depuis le début de l'expédition, tous se posent des questions. Mais pourquoi avoir remporté cette cabane démontable pour une dérive sur la banquise arctique ? Et pourquoi diable faire voyager 100 chiens de traîneau alors qu'on aurait pu les acheter sur place, en Alaska ? Des questions nombreuses, mais pas de réponse. Personne n'a encore osé déranger Amundsen. Il faut dire que l'homme jouit du statut de mythe vivant. Il a réussi l'exploit d'avoir franchi le passage du Nord-Ouest, reliant l'Atlantique au Pacifique par le Grand Nord canadien en 1906. Mais le dénouement est proche et à 6 heures du soir, Amundsen convoque tout l'équipage sur le pont. Le capitaine Nielsen déroule alors une carte de l'Antarctique qu'il accroche au grand mât. Et Amundsen, tel un professeur devant un tableau noir, scrutant son auditoire, déclare « Nous devions rejoindre le pôle Nord en contournant le Cap Horn. Eh bien, nous ferons un petit détour par le Sud. Les Anglais sont partis à la conquête de l'Antarctique, mais dans cette course qui s'annonce, je vous le dis, nous serons les premiers à atteindre le pôle Sud. » À bord, c'est une explosion de joie et personne ne lui en veut de ce secret enfin dévoilé. Cela fait près d'1 an qu'Amundsen prépare son coup. Depuis que 2 héros américains, Frederick Cook et Robert Peary, revendiquent d'avoir atteint le pôle Nord en 1909. Pour lui, il est hors de question d'être la 3e roue du carrosse. Il met donc le roi de Norvège et son mécène devant le fait accompli avec cette idée en tête. S'il revient triomphant du pôle Sud, le seul coin encore inexploré de la planète, tout le monde lui pardonnera cette volte-face. Lorsqu'il lève l'ancre, Roald Amundsen est un viking de 38 ans, au visage prématurément vieilli, qui scrute l'horizon de ses yeux bleu pâle. Il pense à son rival anglais de 42 ans, Robert Falcon Scott, dont le voilier, la Terra Nova, est parti d'Angleterre 3 semaines plus tôt que le sien. Lorsque le 12 octobre 1910, Scott, alors en escale à Melbourne, prend connaissance du télégramme d'Amundsen, il déclare simplement l'ouverture des hostilités. Ce n'est plus une expédition, c'est une course. Et le temps presse alors. Le 14 janvier 1911, après un périple de bientôt 30 000 km depuis la Norvège, à bord du Fram, le capitaine Nielsen est heureux. Il ne s'est trompé que de 24 heures sur l'heure d'arrivée prévue à la grande barrière de glace. Un glacier haut de 30 à 35 mètres de haut, en Antarctique. Il est difficile de décrire la première impression produite par cette puissante muraille de glace, écrit Amundsen. Ils sont donc arrivés à l'endroit prévu dans la baie des Baleines, à 700 km à l'est de la base anglaise de Robert Falcon Scott, dans le McMurdo Sound. Par chance, ils découvrent qu'à l'endroit où le voilier mouille, le glacier se termine sur la mer par un plan incliné. C'est un accès rêvé pour installer leur base et profiter, si on peut dire ainsi, de l'été antarctique, non pas sur un transat, mais dans des costumes en peau de renne ou de phoque, puisque les températures optimales à cette époque varient entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius. Mais ce ne sont pas des touristes qui s'apprêtent à débarquer en Antarctique, mais bien l'une des meilleures équipes d'exploration polaire au monde. Roald Amundsen ne laisse rien au hasard, et s'il a choisi ce point géographique, c'est parce qu'il est bien plus près du pôle Sud que son rival Scott. Et enfin connaisseur des mondes polaires, il sait que l'endroit grouille de phoques et de manchots, de la viande fraîche indispensable pour éviter aux hommes et aux chiens la terrible maladie du scorbut. Tout cela
Le Viking Amundsen l'a appris à l'université de la banquise, qui n'existe pas, vous l'avez compris, à la fois au pôle Nord chez les Inuits, mais également lors de son hivernage en Antarctique en 1897-99, lors de l'expédition belge de la Belgica. Contrairement aux Anglais, Amundsen et ses compagnons sont des Norvégiens habitués au froid, au ski et à la neige. Comme l'explique son mécène, l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen, qui lui a prêté son voilier le Fram, toutes les clés du succès reposent sur la vie hivernale du Norvégien, sa pratique constante du ski et du traîneau, les rudes navigations de nos marins dans l'océan glacial, les exploits de nos explorateurs dans l'Arctique, enfin l'emploi d'attelages de chiens empruntés aux Inuits. Forcément, lorsqu'ils arrivent en Antarctique, ils sont aussi à l'aise que des phoques sur la banquise. La fine équipe d'explorateurs monte la fameuse cabane sur le glacier à 4 km seulement du Fram qui mouille dans la baie. Ce sera le Framheim, la maison de Fram, en référence à leur voilier. Chaque bout de planche est numéroté, chaque pièce a été pensée pour résister aux terribles tempêtes de l'Antarctique. Car avant l'expédition vers le pôle, ils vont devoir se coltiner un hiver sans soleil, coupé de toute civilisation. Tout le monde s'organise au milieu de la République ailée des manchots qui souvent finissent dans la poêle des explorateurs. Grâce à leur réchaud primus, ils se concoctent des bons petits plats souvent à base de phoques peu cuits pour en conserver les vitamines. Le cuisinier Lindström fait des merveilles avec son gratin de phoque à la béchamel ou ses manchots rôtis. Amundsen connaît l'importance d'un bon cuisinier pour remonter le moral des troupes, et il faut dire que le cuistot ressemble à un personnage de film. Grassouillet, toujours la mine épanouie avec son bonnet en tricot épais, Lindström et ses marmites s'avèrent être un élément clé de la mission. Tous les matins, il offre à cette tribu de vikings moult crêpes et confitures, pain, beurre et café. Une fois rassasié, chacun retourne à ses occupations afin de tester et d'améliorer le matériel, car rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Oscar Wisting, dans son atelier creusé dans la glace, croule sous les peaux, les caleçons de laine, les gants ou les bottes en peau de renne qu'il rafistole ou ajuste avec sa machine à coudre. Dans un autre atelier surnommé le Palais de Cristal, le champion de ski norvégien Olav Bjaaland, une célébrité mondiale de la discipline, améliore les skis de 2,40 m de long en icori, un bois dur très proche du noyer, et tente d'alléger les 10 traîneaux en bois de frêne de Norvège d'une longueur de 4 mètres. Mais le 5 février 1911, un événement va perturber la routine des Norvégiens. Le rival Scott a envoyé son navire, le Terra Nova, en reconnaissance des côtes à l'est du camp anglais. Les marins de la Royal Navy s'attendaient à croiser des phoques ou des manchots, mais sûrement pas le Fram, le navire des Norvégiens, lové dans la baie des Baleines. Amundsen, averti par ses compagnons, part à la rencontre des Anglais tel le héros d'un péplum arctique en traîneau tiré par 6 chiens qu'il arrête d'un simple sifflement. Les Britanniques, habitués à leurs lourds poneys de Mandchourie, sont éberlués par sa maîtrise des chiens. Invités à déjeuner sur le bateau anglais qui a ramené à bord tout le raffinement et le luxe de la civilisation en plein Antarctique, la conversation est anodine et cordiale. Naturellement, Scott n'est pas là, mais Amundsen note un indescriptible désordre à bord, tellement loin du très ordonné Fram où tout est parfaitement rangé. Le Terra Nova repart comme il est venu, et c'est le tour du Fram qui laisse également les Norvégiens seuls sur le glacier. Amundsen reviendra les chercher, car lui aussi va mener une mission océanographique dans l'océan austral. Après la courte visite des Anglais, Roald Amundsen lance dès le 10 février 1911 sa première expédition destinée à tester son matériel et les chiens, mais surtout à déposer des vivres le plus loin possible au sud sur leur itinéraire. Il faut le faire durant l'automne arctique, car après, l'hiver ne leur permettra plus d'affronter ce monde dénué de toute vie. Cette partie du glacier est vierge de pas humains, constate Amundsen, toujours enclin depuis son enfance à noter ses premières. Tout petit, il s'est entraîné à supporter le froid en dormant les fenêtres ouvertes à Kristania, aujourd'hui Oslo, avec comme obsession d'être le premier explorateur à découvrir le pôle Nord. Puis lors de l'hivernage en Antarctique, de 1897 à 1899, il se lance des défis quotidiens et passe devant des manchots et berluets, certain d'être le premier à faire une sortie à ski sur la terre de l'Antarctique. À l'époque, il aime triompher du sommet enneigé le plus proche,
Plus l'ascension était épuisante, plus les éléments étaient hostiles, plus le plaisir d'Amundsen était grand, racontera l'écrivain new-yorkais Julian Sankton dans son cauchemar en Antarctique. Ce 10 février, il donne donc l'impression de partir en randonnée avec 4 de ses hommes, 3 traîneaux et 18 chiens pour établir un premier dépôt au 80e degré de latitude. Sa meute de chiens hurlants comme des fauves, dopés à la viande de phoque, galope comme des bolides. Le premier dépôt est construit 170 km plus au sud, une position qu'ils atteignent sans encombre le 14 février. Afin de ne pas le rater dans la brume, Amundsen décide de planter des bambous munis de pavillons noirs tous les 900 mètres sur 9 km à l'est et 9 km à l'ouest du dépôt. Chaque bambou porte un numéro qui indique la position et la distance du dépôt. Et tous les 13 ou 15 km dans la direction du sud, ils vont ériger des cairns de 2 mètres de haut et borner leur itinéraire de morues séchées, plantées dans la neige tous les 500 mètres. Peut-être ma précaution paraîtra-t-elle exagérée, écrit Amundsen. Mais à mon avis, poursuit-il, dans ces immensités uniformes, aucune précaution n'est superflue. 2 autres dépôts sont construits, le 4 et le 9 mars, au 81e et 82e degré de latitude. Amundsen rend hommage à ses chiens, tous nés au pays des Inuits. J'ai toujours pensé que les chiens sont d'incomparables animaux de trait. Après ces dernières étapes, écrit-il, mon admiration pour eux devient de l'enthousiasme. Il s'appelle le colonel Elsa Jaala Funcha. Dans son livre, notre invitée Catherine Hermary-Vieille parle de leur amour de la bataille, laquelle, féroce, fait voler des touffes de poils mais ne blesse jamais sérieusement. On les découvre très vite têtus, intelligents, volontaires, rusés, drôles. Les membres de l'expédition les appellent leurs enfants. Et pourtant, pour la réussite de son expédition, Amundsen a mis en place une impitoyable logique darwinienne qui consiste à réduire progressivement sa meute, explique-t-il, en abattant les plus faibles pour alimenter les bêtes les plus vigoureuses. Les chiens abattus serviront donc à nourrir les autres chiens et les hommes s'en trouveront ragaillardis et indemnes du scorbut. Le premier acte de cette épopée débute le 19 avril 1911 avec l'arrivée de la nuit polaire. Le soleil disparaît dans un flamboiement d'incendie et les températures tombent régulièrement en dessous de 50 degrés. Le 13 août 1911, ils relèvent même moins 59 sur leur thermomètre. Puis le soleil réapparaît pour la première fois le 24 août. Le deuxième acte débute au printemps antarctique le 19 octobre 1911. C'est le jour du grand départ. Amundsen part conquérir le pôle sud à près de 1300 km de là avec Helmer Hansen, Oskar Wisting, Sverre Hassel et le champion de ski Olaf Bjaaland. Une équipe de choc de 5 compagnons soudés autour de leur chef, 4 traîneaux et 52 chiens. Amundsen a tout planifié jusqu'au moindre détail pour atteindre le pôle sud. Cette expédition sera un succès, il le sait, écrit Catherine Hermary-Vieille, et il a insufflé cette certitude à ses compagnons. Sur la banquise, Christian Prestrud, membre aussi de l'expédition, filme leur départ. Tous savent qu'ils partent pour une aventure où la mort sera leur amende de tous les jours. Ils le savent, le sol est littéralement haché de gouffres cachés sous des ponts de neige, mais par leur prudence et leur expérience, ils se sortent des situations les plus désespérées, comme ce 21 octobre lorsqu'ils sauvent Wisting tombé dans une crevasse. Tout de suite après, ils rigolent, comme pour conjurer la mort. Comme des routiers de l'Antarctique, ils avalent les kilomètres, 25 à 30 km par jour en moyenne. Et le 3 novembre 1911, les chiens galopent comme des enragés, racontera Amundsen. On croirait voir les meilleurs cyclistes du Tour de France. Le premier chien qui ne suivait pas a déjà été abattu le 26 octobre et placé en réserve de viande sur un cairn en prévision du retour. Le 4 novembre 1911, l'équipée fantastique a atteint le 3e dépôt, 82e degré de latitude. Ce jour-là, Amundsen pressent la victoire. Ils ont déjà parcouru près de 400 km depuis Framheim. Nous avons atteint notre avant-poste extrême vers le sud, déclare Amundsen plein d'entrain. Mais à partir de maintenant, c'est l'inconnu. Le 16 novembre 1911, après 10 jours d'une avancée spectaculaire d'environ 350 km, les voilà désormais au pied des montagnes de la chaîne transantarctique dont certains sommets culminent à plus de 4000 mètres. Ils vont devoir prendre d'assaut le glacier de 56 km de long qu'Amundsen nomme
Axel Heiberg, en hommage à l'un de ses mécènes, afin de rejoindre le haut plateau de l'Antarctique, situé à 3000 mètres d'altitude. Les 5 hommes et leurs désormais 42 chiens se sont préparés à cette aventure, mais à ce moment-là, seuls sur une planète désolée où il n'existe aucune végétation, aucun humain, aucun animal, pas même un insecte, ils vont affronter l'enfer. De tous côtés, des crevasses, des trous gigantesques, d'énormes blocs de glace, un chaos effroyable, écrira Amundsen avec comme musique le tonnerre des avalanches. Les chiens peinent et s'enfoncent dans la neige molle. Chaque mètre grimpé est une victoire. C'est difficile, bougonne Oscar Wisting. Excitant, corrige Amundsen. À 2000 mètres d'altitude, ils s'encordent pour trouver des passages parfois de la largeur d'un traîneau au bord de gouffres, sans fond. Mais comme le souligne Dominique Lebrun, l'auteur d'Antarctide, le continent qui rendait fou, les Norvégiens, contrairement aux marins de l'expédition de Scott, sont de véritables montagnards et de remarquables skieurs alpinistes. C'est donc avec une certaine logique qu'ils viennent à bout de cet enfer et ils se demandent bien comment les Anglais ont pu faire avec leurs poneys, leurs traîneaux motorisés pour franchir ces montagnes. Car Amundsen le savait depuis le début, seuls les chiens qui ont fait des merveilles pouvaient les accompagner dans cette ascension. Le 20 novembre au soir, ils sont maintenant sur le plateau polaire perché à 3200 mètres d'altitude et, le souffle court, Amundsen s'apprête à commettre un crime horrible. Ce sont ses propres mots, car il a décidé d'abattre 24 de ses admirables chiens afin de terminer l'expédition en bonne santé. Il donne ordre à chacun des conducteurs de traîneau de tuer ses propres chiens. À chaque coup de feu, il tressaute dans sa tente et si cette boucherie lui enlève toute joie, il la sait nécessaire. Le Viking raconte « Des monceaux de déchets rougissent la surface du glacier et les survivants les plus voraces avalent les entrailles encore toutes chaudes d'un camarade. Le soir, c'est Wisting qui cuisine un pot-au-feu avec un rabe de chien bien gras, mais ce sont les côtelettes de chien qui ont le plus de succès. Amundsen en avale 5 ce soir-là. Ces vitamines apportées par la viande fraîche vont doper les 18 chiens survivants et ont ragaillardi les explorateurs qui continuent leur périple dans des tourbillons de neige, affrontant blizzards et crevasses dans des conditions où parfois ils ne voient pas à 1 mètre. Il n'y a pas un jour sans qu'ils ne rendent hommage à leurs skis qui leur permettent de traverser les crevasses et de ne pas s'enfoncer comme les hommes de Scott dans la neige molle. Le 7 décembre 1911, ils sont au-delà du 88e degré de latitude et viennent de dépasser la plus extrême des latitudes jamais atteintes par l'anglais Ernest Shackleton en 1909. Le 13 décembre au soir, ils ont dépassé le 89e parallèle et dans sa tente, Amundsen se sent comme à la veille de Noël avant d'ouvrir ses cadeaux. Le 14 décembre, à 3h de l'après-midi, tout le monde regarde les compteurs et la boussole. Amundsen vient de réussir la mission de sa vie. Il a les larmes aux yeux et crie à Hansen de sortir le drapeau norvégien qu'ils plantent tous ensemble dans la neige. Depuis mon enfance, le pôle Nord a été l'objet constant de mes rêves et c'est le pôle Sud que je conquiers, écrira Amundsen. Après une bonne dose d'aquavit et un bon cigare, Amundsen passe les journées suivantes à prendre toute une série de mesures avec son sextant. Il ne veut pas qu'on conteste la victoire et observe. Il est très intéressant de voir le soleil parcourir les cieux, pour ainsi dire, à la même altitude jour et nuit. Je pense que nous sommes les premiers à assister à ce curieux spectacle. Le 17 décembre 1911, l'équipe de choc des Norvégiens s'apprête à prendre le chemin du retour, avec seulement 16 chiens mais en parfaite santé. Ils laissent dans une petite tente en soie noire, visible de loin, un sextant, des moufles, des mocassins, une peau de renne et surtout une lettre au roi de Norvège et un billet destiné à son rival. Mon cher Scott, si nous ne revenons pas, pouvez-vous vous charger de remettre cette lettre à notre souverain? Voilà une petite perfidie, faire de son rival le postier de l'Antarctique. Le 25 janvier 1912, il est 4h du matin, tout le monde dort encore, lorsque Roald Amundsen frappe enfin à la porte de Framheim. C'est le cuisinier abasourdi qui lui ouvre la porte. Les premiers mots du nouveau héros sont « Eh bien, mon cher Lindström, as-tu un peu de café chaud pour nous ?» Lui et ses compagnons viennent de parcourir quelques 3200 kilomètres en 99 jours et sont revenus. Il ne reste que 2 traîneaux et 11 chiens, mais tous vigoureux et en parfaite santé, dira Amundsen.
Le 30 janvier 1912, Amundsen embarque sur le Fram avec une seule idée en tête, arriver en Tasmanie le plus vite possible pour envoyer un télégramme au roi de Norvège, Haakon VII, roi d'un petit pays fier de ses valeurs et qui a fêté seulement ses 7 ans d'indépendance. À son arrivée à Hobart, en Tasmanie, il envoie ce lapidaire message au roi: Pôle Sud atteint le 14 décembre 1911. La nouvelle fait le tour du monde et tous les Norvégiens sortent de leur drapeau. Mais une question taraude Amundsen. Où est Scott ? Personne ne le sait. Mais les Anglais sont de mauvais perdants, écrira Amundsen dans son autobiographie. En cette fin d'année 1912, le Norvégien est invité à Londres à un banquet en son honneur organisé par la prestigieuse Royal Geographical Society. Et son président, Lord Curzon, termine son discours par ces mots: « Je souhaite également rendre hommage à ces merveilleux chiens sans lesquels le capitaine Amundsen n'aurait jamais atteint le pôle. » Puis en se tournant vers Amundsen, d'un regard hautain et méprisant, conclut: « Je porte donc 3 toasts aux chiens. » Amundsen n'oubliera jamais cet affront. Toujours sans nouvelles de Scott, Amundsen continue sa tournée de conférences aux États-Unis. Le 10 février 1913, il est dans la ville de Madison, dans le Wisconsin, lorsqu'il apprend la terrible nouvelle de sa mort. Le télégramme dit: « Scott est mort de faim près d'1 an plus tôt à 260 km de sa base de McMurdo, après avoir atteint, lui aussi, le pôle Sud. » Son journal indique qu'il a atteint le pôle Sud le 17 janvier 1912, plus d'1 mois après Amundsen. Robert Scott serait mort le 29 mars sur le chemin du retour et ses compagnons l'auraient retrouvé le 12 novembre avant de revenir informer le monde. « C'est horrible !» crie Amundsen, et il ajoute d'une voix étranglée: « J'aurais volontiers renoncé à tous les honneurs et à l'argent si j'avais pu éviter à Scott cette terrible mort. » Cette course au pôle se termine tragiquement et pourtant à 39 ans, Roald Amundsen ne doit sa victoire extraordinaire qu'à lui-même et à ses compagnons, à leur force, à leur prévoyance et à leur génie, et à ses chiens aussi. Europe 1, historiquement vôtre. Catherine Hermarivière, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous avez écrit de nombreux livres, vous avez remporté le prix Féminin en 1981 pour votre roman Le Grand Vizir de la Nuit, L'Affaire des Poisons, La Bête du Gévaudan, Jeanne du Barry ou encore Le Chevalier d'Éon ont peuplé vos romans. Qu'est-ce qui, cette fois, vous a donné à vous l'envie de vous plonger dans la course au pôle ? Eh bien, que changer complètement d'univers, abandonner notre univers quotidien avec nos soucis amoureux, nos soucis d'argent, nos soucis politiques, nos soucis personnels, parce que beaucoup de romans sont quand même bâtis sur je t'aime, je ne t'aime plus, je suis heureux, je suis malheureux, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme. Enfin bref, j'ai eu envie de m'échapper complètement de ça et de vivre une grande, vraie aventure. Une aventure exceptionnelle, il est vrai, exceptionnelle, incroyable. Et de me plonger moi-même dans un univers totalement nouveau et de découvrir moi-même à la fois ces étendues vierges et sûrement somptueuses, et puis ces 2 équipes, à la fois l'équipe norvégienne, commandée par Amundsen, et puis l'équipe anglaise, commandée par Robert Scott, leur destin très différent. Et puis ces chiens qui m'ont passionnée. Je me suis attachée aux chiens. D'ailleurs, Amundsen a dit: sans les chiens, nous serions tous morts. Et c'est vrai que Robert Scott, lui, misait sur les poneys de Mandchourie, qui se sont bien sûr tous plus ou moins cassés les pattes sur la glace. Les jambes, pardon, on dit les jambes en ce qui concerne les équités. Et puis les chenilles, les fameuses chenillettes qui sont toutes tombées en panne. Donc les Anglais n'ont eu comme ressource que de tirer eux-mêmes leur traîneau, ce qui les rendait très fiers, parce que pour les Anglais, c'était viril de tirer son traîneau, mais c'était épuisant. Donc c'était ces 2 équipes si différentes, mais l'équipe d'Amundsen principalement tellement organisée, où chaque détail était vraiment considéré. Pendant cette fameux hiver austral, ils ont tous travaillé à alléger les traîneaux, à rallonger les skis pour passer les crevasses, à faire des provisions, à faire des paquets avec le nombre de biscuits, le nombre de pemmican. Le pemmican, c'est une nourriture de base des explorateurs, à base de graisse d'animal, de végétaux, et eux avaient rajouté de l'avoine. Donc c'était assez complet quand même. Catherine Hermarivière, vous nous plongez en pleine course au pôle au début du XXe siècle, alors que le Norvégien
Roald Amundsen et le Britannique Robert Falcon Scott s'affrontent pour atteindre le pôle Sud, le premier. C'est une affaire de fierté nationale, comme l'a été la conquête spatiale quelques décennies plus tard. Est-ce qu'il y a un enjeu pour ces nations concurrentes entre l'Angleterre et la Norvège ? Oui, je dirais certainement. L'Angleterre est habituée à être, auquel rien ne résiste à l'Angleterre. Et là, tout d'un coup, ce tout petit pays de la Norvège va leur mettre des sérieux bâtons dans les roues. Le Fram est un bateau. Il est ancré dans un des fjords près d'Oslo, qui s'appelait Christiania à l'époque. Et c'est un bateau exceptionnel, un bateau avec une coque ronde, construit pour justement ne pas être brisé par les glaces. Moi, j'ai été époustouflée et par le Fram et par le petit bateau, le Gjoa, qui lui a franchi toute le passage nord-ouest en allant de l'Atlantique au Pacifique. Mais quand on voit le bateau, on dit c'est pas possible. Et ça a été possible. Et puis surtout la vie au milieu des Inuits. Il a appris tout. Il a appris les vêtements, la conduite des chiens. Ça a été extraordinaire pour eux, la vie au milieu des Esquimaux, qu'on appelle l'Inuit. Mais c'est vrai que avec Amundsen, c'est le vrai Viking. C'est un Viking. D'ailleurs, je voulais appeler le livre Le Dernier Viking. Et il se trouve que le titre avait déjà été donné. Bon, alors, j'ai dû changer. Mais en tant que romancière, Catherine Hermarivé, comment on entre dans l'état d'esprit de personnages qui ont accompli comme ça l'impensable, qui ont affronté une nature d'une telle hostilité qu'on a peine à l'imaginer? Oui, même. un des glaciers qu'ils ont appelé le glacier du diable, tellement c'était chaotique, c'était des espèces de vagues glacées qu'il fallait franchir. Alors imaginez un traîneau, des chiens, des crevasses, mais parce que c'est le propre tête du romancier, il rentre dans son personnage, il devient le personnage. J'ai tenu d'ailleurs à donner à chaque membre de l'équipe, que ce soit l'équipe norvégienne ou anglaise, une vie personnelle, en parlant de leur famille, de ce qu'ils faisaient dans la vie quotidienne, quand ils n'étaient pas en Antarctique. Donc chaque personnage a sa réalité, est vivant, et on s'attache à chaque personnage. Et je me suis tellement attachée à ces personnages que je crois que je les garderai dans mon cœur jusqu'à ma mort. Vraiment, j'ai du mal à me détacher d'eux. Là, je vais entamer un nouveau roman, mais j'ai du mal à me détacher de ces équipes. Ce sont des gens tellement forts, des gens qui regardent. D'ailleurs, je mets au début du livre, j'ai dédié à mes petits-enfants pour qu'ils voient plus haut, plus loin. C'est-à-dire que dans la vie, il m'a semblé qu'il y avait un idéal qui était de se dépasser. Et même quand c'était difficile, de se dire j'y arriverai, il n'y a pas de problème, j'y arriverai, je peux le faire. Et ça, c'est formidable. C'est donc le renoncement total en disant non, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas le faire, ou bien alors, il y en a d'autres qui le feront à ma place. Non, c'est des gens totalement déterminés, et j'ai tellement aimé cette volonté, ce courage, ce fait qu'ils savent, ils veulent réussir, et ils savent qu'ils réussiront. Mais justement, qu'est-ce que vous avez découvert de la personnalité au fil de vos recherches sur Roald Amundsen? C'est un personnage assez complexe. D'un côté, c'est un personnage qui aime l'aventure et qui l'aime depuis sa prime jeunesse, puisqu'il a vécu chez les Inuits, il a été coincé avec le baron de Gershed, un baron belge qui avait le Belgica. Ils ont été coincés 6 mois dans les glaces antarctiques. L'équipage est devenu, la plupart sont devenus fous. Enfin, lui a tout pris en considération positive. Et il a pris des notes, et il s'est dit, tout était positif. Tout ce qui lui arrivait était positif et lui apprenait quelque chose. Et c'est vrai que Amundsen, c'est un personnage qui peut être à la fois extrêmement compréhensif. Vous savez, l'équipe norvégienne, tout le monde est égal. Il n'y a pas, comme l'équipe anglaise, les chefs, les officiers, puis le simple marin qui est relégué derrière la cloison. Ça n'existe pas du tout chez les Norvégiens. Ils sont tous ensemble, ils vivent ensemble, ils partagent leurs projets, ils partagent leurs espérances. Et donc, j'ai aimé ce côté à la fois familier, paternaliste, peut-être un petit peu d'Amundsen, et son côté d'endurance extrême. Quand il fait moins 50, c'est pas un problème. Catherine Hermarivé, j'ai raconté dans le récit les choix d'Amundsen pour assurer la survie des hommes dans l'expédition, qui impliquait d'ailleurs le sacrifice de plusieurs de ses chiens. J'ai raconté sa parfaite connaissance de l'univers polaire. Incontestablement, on peut dire qu'il avait une longueur d'avance quand même sur Scott. Il avait donc plus de chances de s'en sortir vivant. Puisque vous parlez des chiens, beaucoup de mes lecteurs m'ont reproché ce massacre qu'on appelle la boucherie. Mais il faut être réaliste. Pour que les chiens et les hommes puissent survivre, il fallait en tuer certains pour qu'ils mangent. Alors les gens disent, mais il n'était pas obligé de sacrifier les chiens. Si,
parce que sinon tous les chiens et tous les hommes mourraient. Alors c'était quelque chose d'obligatoire. Je sais que c'est épouvantable, mais c'est pour la survie des chiens qui sont rentrés au bercail et des hommes qui sont tous rentrés aussi. C'était des choix très difficiles. Mais vous savez, dans ces pays-là, rien n'est facile. Et si on ne fait pas ces choix, notamment pour la nourriture, tout le monde meurt. Et ce n'était pas une victoire. Et c'est vrai qu'il y avait des décisions très difficiles à prendre, mais il fallait les prendre. Les Anglais, eux, qui tiraient eux-mêmes leur traîneau, n'avaient pas ces décisions à prendre et ont beaucoup reproché à Amundsen ce sacrifice des chiens. Mais il était absolument obligatoire. Sinon, tous les autres chiens mouraient et tous les hommes mouraient. Donc le choix était quand même obligatoire. Il était, j'allais dire, pas facile à faire, mais il était nécessaire. La deuxième partie de votre livre relate l'expédition britannique conduite par Robert Falcon Scott, dont l'issue sera tragique, puisque je l'ai raconté tout à l'heure, aucun des 5 hommes engagés n'en reviendra. Quelles ont été, à votre avis, les erreurs de Scott? C'est justement de faire confiance aux poneys de Mandchourie et à la mécanique? Oui, au début, parce que très vite, les poneys de Mandchourie, il y en a qui vont être dévorés par des orques quand on va les débarquer. Et puis sinon, ils ne sont pas du tout adaptés. En plus, ils avaient été les acheter en Mandchourie et on leur a refilé, bien sûr, des vieux poneys exténués. Et ce n'était pas du tout ce qu'il fallait. Donc les pauvres poneys, ils sont morts très vite. Et puis, il fallait transporter le foin. Parce qu'un chien, ça se nourrit éventuellement avec des restes, des pemmican, des poissons séchés, mais vous ne pouvez pas donner un poisson séché à un poney. Donc il fallait transporter des tonnes de foin pour qu'il subsiste. Donc c'était des très mauvais choix. Et puis ensuite, il avait fait le choix d'hommes bien. Il avait un docteur Wilson, qui était un ami très proche, pas un étranger, mais qui n'était pas du tout un spécialiste polaire, mais qui avait réponse à tout, qui était extrêmement actif, qui était drôle. Il avait un nez très long, un peu en bec, qu'on l'appelait Birdie, parce qu'il ressemblait un petit peu à un oiseau. Et puis un grand colosse, qui était Evans, qui était chargé d'un petit peu de tout faire. Mais d'ailleurs, c'est le colosse qui mourra le premier. Et puis ensuite, ce qui est triste, c'est que petit à petit, ils n'ont pas mis des dépôts assez proches les uns des autres. Donc la faim va comme se faire sentir. Et puis ils ont fait une erreur capitale, c'est qu'ils ne savaient pas que la paraffine qui sert à alimenter les primus, pour même faire chauffer la glace et faire boire, parce qu'on ne peut pas lécher la glace, ça sert à, il faut boire, il faut de l'eau. Eh bien, la paraffine s'évapore quand la température est trop basse. Et donc il faut sceller très, très attentivement tous les bidons de paraffine. Ils ne l'avaient pas fait. Donc ils ont vu à un moment donné, pas loin quand ils sont venus du pôle, qu'il n'y avait plus de paraffine, plus de primus, plus rien de chaud, plus rien à boire, plus rien à manger que le pemmican et puis ce qu'ils avaient sous la main. Et ça, Amundsen le savait. Tous ces bidons de paraffine étaient soigneusement scellés. Vous voyez, ça, c'est des petits détails qui ont fait que ça a fait toute la différence. Alors Evans est mort le premier. Il s'était coupé en retapant un traîneau. Les coupures ne cicatrisent pas du tout dans les grands froids. Donc la gangrène s'y est mise. Et la gangrène est montée petit à petit jusqu'au bras, et puis il est tombé, il est mort. Et puis ensuite, un jeune officier anglais qui avait 30 ans, qui était de l'aristocratie anglaise et qui était officier basé en Inde, dans la cavalerie, dans les hussards. Il a finalement... il avait été blessé en Afrique du Sud, il avait eu une balle dans la jambe, on l'avait opéré. Il avait une jambe un peu plus courte que l'autre. Pourquoi Scott a-t-il pris un homme qui boitait légèrement pour tirer des traîneaux sur 3000 kilomètres? C'était pas possible, c'était une erreur, mais il voulait un aristocrate dans son camp. Donc à la fin, ils étaient dans leur tente, ils étaient plus que 3, et ils savaient qu'ils s'en tireraient pas. Mais en fait, on sait tout ça parce qu'ils ont laissé des carnets, Oui, des carnets, tout. qu'on a retrouvés Oui. près de leur corps. Ils sont morts sous la tente, tous les 3, serrés l'un contre l'autre. Et on les a retrouvés 1 an plus tard, quand ça a été possible d'envoyer des secours, parce qu'il y avait l'hiver, bien sûr. Et on a affaissé la tente sur eux. On a construit une espèce de tumulus de neige sur la tente, planté une croix. Ils sont toujours là. Ils sont toujours sur leur tente. Certains sont mariés, certains sont pères. C'est aussi l'histoire de ceux qui les perdent que vous racontez, puisque on rencontre Kathleen, l'épouse de Scott, au fil de vos pages. Oui, Kathleen, qui est une artiste, qui voit les artistes de son époque, qui est une femme un peu légère, assez drôle, et que Scott adore, mais elle le trompera abondamment. Mais elle va se remarier, assez vite. Par contre, là, j'ai l'impression que les veuves des autres explorateurs ne se remarieront pas. Et puis, il y a surtout la mère de Lawrence Oates, qui adore son fils qui est célibataire, et qu'elle adore et qui ne se remettra jamais. Parce qu'elle refusera une invitation à Buckingham, elle ne voudra pas voir le roi. Elle refuse tout honneur qui lui semble hypocrite. En 1928, Roald Amundsen mourra dans un accident d'avion lors d'une mission de sauvetage.
est-ce qu'au fond, il n'a pas été victime de son sens de l'aventure, d'aller toujours plus loin, Oui, plus haut? oui, j'allais dire en termes modernes, il n'a jamais voulu pantoufler. Il a voulu toujours aller continuer ses explorations. Et quand un explorateur italien qui était en un petit avion, l'avion de l'Italien a disparu, Amundsen, qui commençait à piloter lui-même, est parti dans son propre petit avion pour aller à son secours. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. On ne sait pas du tout ni où est mort Amundsen, ni où il est sous la glace, mais où, on ne sait pas. C'est le propre des héros, finalement. Oui, disparaître. Une C'est le sorte de- mieux. Pour une romancière, c'est Ah, merveilleux. bah, un c'est tel fantastique, un mystère. Eh ben, merci beaucoup, Catherine Hermaridet, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Roald Amundsen, premier explorateur du pôle Sud. Je rappelle que votre roman, dont il est l'un des héros, Un monde au-delà des hommes, est paru aux éditions Albin Michel. Merci Stéphane. Merci à vous. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.